Alors bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau webinaire, le webinaire qu'on fait en collaboration donc depuis le groupe IVF Life avec Fertiline, en collaboration avec Fertiline. Bienvenue à toutes et à tous. On va laisser quelques minutes comme d'habitude, le temps que tout le monde rentre dans le webinaire. Ce soir, nous allons donc parler d'endométriose et de fertilité. Voilà, le temps que on va d'abord également, on va commencer par la partie médicale avec le docteur Calomarde. Et ensuite, on parlera de tout l'aspect hygiène de vie et comment améliorer son quotidien pour, face à l'endométriose avec Adva et Virginie de Fertiline, les fondatrices de Fertiline. Juste un petit point avant de laisser la parole au docteur. Donc voilà, nous sommes donc le groupe IVF Life. Nous avons 3 cliniques en Espagne, une en Angleterre et une en Allemagne. Nous sommes des cliniques donc spécialisées en PMA, totalement internationales, spécialisées en cas complexes, comme peuvent être les échecs d'implantation, les fausses couches à répétition ou entre autres voilà, les problèmes liés à l'endométriose. Il me semble que voilà, le bon nombre d'entre vous sont déjà parmi nous. Donc, on va pouvoir y aller. Je vais, pour ma part, vous retrouver à la fin du webinaire pour la partie des questions-réponses que nous... Voilà, vous pouvez tout au long de ce webinaire utiliser l'onglet que vous avez en bas de votre écran de questions-réponses pour poser vos questions. Et nous y répondrons à la fin donc, des présentations de la docteure Calomarde et des fondatrices de Fertiline. Donc voilà, pour ma part, je vous dis à tout à l'heure. On va laisser place donc, au docteur Calomarde et je vous souhaite un très bon webinaire. D'accord. Alors, bonjour et merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire sur les thèmes très complexes de l'endométriose. Je vais donc d'abord vous expliquer tous les composants médicaux de l'endométriose et les connaissances actuelles et je ferai donc les liens avec la fertilité et la reproduction assistée. Et on va d'abord commencer par expliquer exactement. On va d'abord commencer par expliquer et définir ce qu'est l'endométriose. Il s'agit donc de la tissu de la muqueuse utérine qui se développe hors de la cavité utérine. Il peut se développer dans les ovaires, dans la cavité péritonéale, dans l'abdomen et les pelvis, dans l'intestin, dans l'utérus, dans ce qui correspond au myomètre, d'accord, dans l'intérieur de l'utérus, et dans d'autres organes non génitaux comme la vessie, l'appendice, les côlons, d'accord. Alors, ici, on va voir comment est-ce qu'on diagnostique l'endométriose et comment est-ce qu'on définit son stade et dans le degré de sévérité. L'endométriose est souvent non diagnostiquée ou mal diagnostiquée. C'est pour cela qu'on l'appelle la maladie silencieuse. Il n'existe pas de technique de dépistage de la maladie sur la population générale ni pour les femmes à risque. Ce n'est pas car la manifestation des symptômes que nous pourrons orienter les patients vers ces examens pour établir un diagnostic. Pour diagnostiquer l'endométriose, on va se servir de 2 examens complémentaires. L'imagerie médicale, surtout l'échographie et les IRM pelviennes, et on peut aussi employer les célioscopies pour un diagnostic. Aussi, on emploie une prise de sang pour vérifier les marqueurs tumoraux qui sont normalement élevés en cas d'endométriose, c'est les CA125 et CA19.9. Le diagnostic de l'endométriose est complexe car il y a beaucoup de formes d'endométriose. Une fois le diagnostic posé, il faut définir les stades d'endométriose. Pour calculer les stades, nous nous basons sur un système à points qui prend en compte la situation de l'endométriose, la présence d'adhérence et les tailles de l'endométriose. Sur les tables, on voit par exemple qu'une endométriose de moins d'1 cm située dans l'ovaire aura donc un point, ce qui correspond à une endométriose minime. Les stades sont ensuite classifiés suivant les degrés de sévérité. On parle d'endométriose minime, c'est le stade 1,
d'endométriose modérée, et le stade 2, et de l'endométriose moyen, et le stade 3, et l'endométriose sévère au stade 4. Les stades dont je viens de parler n'ont pas de relation, de rapport avec les symptômes de la maladie. Nous avons des patients avec une endométriose de stade 1, avec des fortes douleurs, et d'autres patients asymptomatiques totalement avec une endométriose de stade 3. Les symptômes sont très importants pour pouvoir orienter les patients vers des examens diagnostiques et les gynécologues doivent être capables d'identifier les signes d'endométriose. Donc, pour les symptômes, on a des patients asymptomatiques totalement qui n'ont aucune douleur et on découvre l'endométriose lors d'une infertilité ou d'une échographie des contrôles. Beaucoup de femmes se plaignent des règles abondantes et douloureuses, surtout vers les 3e et 4e jours de règles. Et c'est les symptômes les plus fréquents et on les trouve dans 60% des cas, d'accord? Et on observe parfois des douleurs plus longues et pendant tous les cycles ou dans d'autres endroits comme l'abdomen ou les lombaires. On observe aussi souvent des douleurs pendant les relations sexuelles dans 40% des cas. Il s'agit donc d'une maladie gynécologique fréquente. Les proportions montrent à près de 40% parmi les femmes qui souffrent des douleurs pelviennes chroniques, en particulier au moment des règles. Pour vous faire une idée de la fréquence de la maladie, c'est la 3e cause gynécologique d'hospitalisation aux États-Unis. La prévalence est cependant très difficile à calculer. On parle entre 5 et 10% des femmes, mais elle tend à être sous-estimée. Je vais parler ici des pistes que l'on a sur les prévalences de la maladie. On parle de 4% de prévalence chez les femmes qui ont suivi une ligature de trompe. C'est ça, en général, normalement, sont asymptomatiques. On remarque aussi une endométriose chez 20% des femmes qui ont réalisé une laparoscopie pour des causes d'infertilité. Et enfin, on l'observe chez 24% des femmes qui réalisent une laparoscopie pour des causes de douleurs pelviennes. Parmi les facteurs à risque de l'endométriose, on retrouve ceci. En général, la fréquence augmente dans les pays développés, mais on ne sait pas s'il s'agit d'une vraie augmentation ou d'un meilleur diagnostic. On remarque surtout cette tendance à l'os au Japon. On trouve aussi des facteurs génétiques dans environ 50% des cas, mais il n'existe pas de gènes d'endométriose. Il s'agit plutôt d'une combinaison de plusieurs facteurs génétiques. Et même si le fait d'avoir des règles régulières n'est pas un symptôme d'endométriose, il s'agit d'un facteur aggravant puisque les cycles menstruels et l'activité hormonale font que les tissus endométriales se développent. Alors, sur l'étiologie, les causes d'endométriose sont malheureusement encore méconnues. Il y a plusieurs hypothèses sur les mécanismes qui entraînent cette maladie, mais aucune n'est encore avérée. Il y a la théorie métaplastique, selon laquelle les foyers d'endométriose sont dus aux cellules qui se sont implantées à différents endroits du corps pendant le développement dans les ventres maternels avant de se transformer en tissus endométriaux à l'âge adulte. Il y a aussi la théorie dite de l'induction ou de la transplantation. Cette théorie suggère que les reflux sanguins sont à l'origine de l'endométriose. En fait, pour bien comprendre la théorie, tient à croire que pendant les règles, le sang n'est pas écoulé par les vagins en totalité et qu'une partie pourrait être refluée vers les trompes et non de la cavité péritonéale. Ces sangs contiennent des cellules endométriales vivantes qui pourraient s'implanter dans les tissus péritonéales et d'autres organes. Enfin, il y a la théorie métastatique, où, comme c'est le cas par un cancer, par exemple, les cellules de l'endométriose seraient transportées par les vaisseaux vers d'autres organes. Voilà, ce sont les 3 théories les plus suivies actuellement. Aucune de ces 3 théories peut expliquer à elle seule toutes les localisations de l'endométriose. Et il est probable que ces 3 mécanismes puissent intervenir de façon conjointe. Alors, sur les traitements de l'endométriose est une maladie hormonodépendante, c'est-à-dire qu'elle tend à s'aggraver avec l'activité ovarienne.
comme c'est le cas au cours du cycle menstruel. Avec l'élimination de cette activité ovarienne, l'endométriose est donc c'est plus contrôlé, comme c'est le cas lors de la grossesse ou de la ménopause. L'utilisation d'os extrogènes et des progestatifs comme la pilule contraceptive peut aider également à contrôler l'endométriose, car les ovaires seront en repos, bien sûr. On peut aussi utiliser le danatrol, qui est un androgène qui agit comme un antigonadotrope, c'est-à-dire qui diminue les hormones FSH et LH et de l'activité ovarienne. Une autre alternative, c'est l'utilisation d'une analogue de l'hormone GnRH, comme le décapeptyle, provoquer une ménopause artificielle. Et enfin, les anti-inflammatoires, bien sûr, servent dans ces cas à calmer les douleurs provoquées par l'endométriose. Sur la question de faut-il opérer ou non l'endométriose, la réponse est qu'il faut l'éviter si cela est possible. Il faut bien comprendre que l'opération ne va corriger les causes de l'endométriose et il y aura un récidive de la maladie dans la plupart des cas. Les risques d'un traitement chirurgical sont évalués en fonction du bénéfice que l'on aura et les risques qu'on peut avoir sont des risques de séquelles et complications, par exemple des hémorragies ou des lésions d'organes comme des plaies digestives ou urinaires. Mais malgré la chirurgie, on peut se retrouver avec une persistance des symptômes et des problèmes de fertilité. L'opération est donc recommandée dans certains cas, lorsque la patiente a des fortes douleurs, par exemple, qui sont invalidantes, dans certains cas, et là, on espère améliorer les symptômes et la qualité de vie. Et lorsque l'endométriose provoque l'occlusion intestinale, ou une obstruction des trompes, ou une hydrosalpinx, surtout dans ce cas, les patients qui essayent de tomber enceintes, d'accord? Et après l'explication de ce que je fais sur l'endométriose, on va aborder maintenant les sujets de l'infertilité provoquée par cette maladie. L'endométriose n'est pas toujours synonyme d'infertilité. Il faut savoir qu'elle provoque une infertilité dans 30 à 40% des cas. Les problèmes de l'endométriose est qu'elle peut affecter un grand nombre de mécanismes de la fertilité. Elle peut provoquer des problèmes d'ovulation, une diminution de la réserve ovarienne, soit après une opération au niveau des ovaires, soit parce qu'il y a un problème au niveau des formations folliculaires, ou bien une obstruction des trompes ou des adhérences sur les trompes, et aussi une baisse de la qualité ovocitaire. Suivant l'endroit où se situe l'endométriose, il y aura donc un ou plusieurs facteurs qui amèneront une infertilité. Je veux ici souligner que l'endométriose n'affecte pas l'implantation de l'embryon et il faut parler d'adénomiose dans ces cas. Je vais parler vraiment de l'adénomiose car elle est souvent confondue avec l'endométriose, mais il s'agit de deux pathologies différentes. L'adénomiose est souvent définie comme l'état de l'endométriose interne de l'utérus, mais en fait, il s'agit d'une maladie de la sonde de jonction entre l'endomètre et les myomètres, qui est les muscles de la paroi utérine. C'est une pathologie bénigne et fréquente, et dans 6 à 20% des cas, l'adénomiose et l'endométriose sont associés, mais il peut y avoir de l'adénomiose sans avoir d'endométriose. Les problèmes en cas de l'adénomiose, c'est que la cavité utérine est affectée et il peut donc avoir un problème pour l'implantation embryonnaire, bien sûr. Voilà, après cette parenthèse sur l'adénomiose, on en revient au problème de fertilité en cas d'endométriose. En premier temps, il faut bien comprendre que l'endométriose n'est pas systématiquement associée à une infertilité et une patiente souffrant d'adénomiose peut bien tomber enceinte de façon naturelle et il faudra donc évaluer chaque cas avant de se tourner vers un traitement de fertilité. En cas d'endométriose, on considérera toujours à notre patient de ne pas perdre trop de temps avant d'avoir une première grossesse, car les causes de grossesse peuvent diminuer plus vite, bien sûr, que pour une patiente sans pathologie. Si la patiente a besoin d'un traitement, il y aura deux possibilités. L'insémination artificielle, qui offre peu de chances de réussite,
et ou la fécondation in vitro, qui est le traitement les plus recommandables dans ces cas. Et dans certains cas aussi, si la qualité ovocytaire ou la réserve ovarienne est très affectée, et nous pourrions aussi également recommander d'avoir recours à l'ovocyte. Je vais donc terminer ma présentation. Ce qui est donc important à retenir sur l'endométriose, c'est que l'endométriose est très fréquent. Beaucoup de femmes sont asymptomatiques ou présentent des symptômes légers. Elle diminue la fertilité par plusieurs mécanismes en affectant surtout les trompes et les ovaires. Le traitement chirurgical n'est pas conseillé sauf certains cas. Et les traitements les plus adaptés pour la fertilité est la fécondation in vitro. Et voilà pour la partie strictement médicale sur l'endométriose. Je vais donc maintenant laisser la parole à Virginie et Abba, qui nous parlent de tous les facteurs externes et comment l'hygiène de vie peut aider à améliorer notre fertilité. C'est à vous. Merci beaucoup, docteur. Merci, Marie. Alors, on va passer à notre présentation, du coup. Voilà, bonjour, je m'appelle Ladva Grundmann, je suis consultante en fertilité et PMA depuis quelques années et j'accompagne les couples dans leur traitement de FIV et de dons d'ovocytes à l'étranger. Et puis, je suis avec Virginie, qui est nutritionniste et micronutritionniste, avec qui nous sommes associés il y a un peu moins d'une année pour créer Fertiline, qui a pour but en fait de booster la fertilité, de l'améliorer la santé et également la santé transgénérationnelle parce que en améliorant sa propre santé, on peut améliorer aussi la santé de ses futurs enfants. Et puis aujourd'hui, on va vous parler d'endométriose. Je vais laisser parler Virginie puisque on va plus parler surtout de nutrition, micronutrition et c'est elle la spécialiste en la matière. Alors, en fait, oula, non, ça va trop vite, Hop, je reviens. Ok. L'endométriose, en fait, il faut comprendre que ce soit sur le plan médical ou sur le plan extra-médical, médecine complémentaire, finalement, on n'a aujourd'hui que des pistes, c'est-à-dire qu'il y a des recherches permanentes. Quand on regarde aujourd'hui les publications sur l'endométriose, c'est florissant. On voit des publications de partout, chaque année, il y en a de nouvelles, on voit que la quantité de recherches sur le sujet est absolument incroyable. Et pour autant, on cherche beaucoup, on trouve des choses, mais aujourd'hui, on n'a pas une chose qui nous dit, un élément qui nous dit là, on a un moyen de résoudre cette pathologie sans être invasif. Et c'est vrai que ça, c'est un peu le problème de l'endométriose, c'est que finalement, si on veut fortement améliorer la pathologie, souvent il faut être invasif. Donc nous, on a beaucoup cherché, on a travaillé sur énormément de pistes dans le cadre du développement de nos programmes, mais aussi dans le cadre des consultations en général. Mais juste pour dire que cette maladie est encore relativement peu comprise. Aujourd'hui, je vais vous donner beaucoup d'éléments sur des choses que nous, on a compris déjà dans le cadre de notre pratique, mais aussi en élaborant les programmes davantage parce qu'il a fallu donner des conseils spécifiques, il a fallu choisir des conseils qui étaient pertinents. Et du coup, on a épluché la littérature scientifique en long, en large, en travers. C'est une maladie qu'on connaît de mieux en mieux aujourd'hui, l'endométriose. Et on va vous parler de tout ça. Je voulais vous parler principalement de 3 pistes. Une qui me semble colossale et qu'on aborde malheureusement assez peu sur l'endométriose, qui est l'immunité. Alors vous le savez, chez Fertiline, on adore l'immunité tout simplement puisque immunité, fertilité, immunité, grossesse, immunité, désir de conception, ça va ensemble. L'immunité joue un rôle immense en fait dans la conception et elle joue un rôle a priori immense dans l'endométriose. Donc on va en parler un peu plus en détail. On va parler de l'inflammation. Vous le savez, l'endométriose est une pathologie inflammatoire. C'est aussi une pathologie hormonodépendante. Et c'est pour ça que finalement, on a ces 3 pistes et ces 3 configurations qui sont chacune, en fait, chaque problème est un problème très, très fort. Et le fait que ces 3 problèmes soient couplés, ça fait qu'on est face à une pathologie qui est d'une part très évolutive et qui est très difficile à faire régresser, que ce soit en termes de douleur ou d'inflammation du tissu. Commençons par l'immunité, c'est notre sujet préféré. Alors là, je vous ai mis une photo d'un bilan d'un bilan sanguin que moi j'aime beaucoup faire en consultation qui concerne l'immunité spécifique. Vous savez que dans notre immunité,
On a une immunité qu'on appelle l'immunité innée, qui est l'immunité qui attaque tout de suite quand on a un virus, une bactérie ou un problème. Et puis, on a une immunité qu'on appelle spécifique. L'immunité spécifique, c'est les lymphocytes, en fait. Et ces lymphocytes, ils sont découpés. Les lymphocytes, c'est une famille. Puis, dans cette famille, il y a plein de lymphocytes différents. Et ces lymphocytes qui sont très différents, ils ont chacun leur rôle, ils ont chacun leur particularité. Quand je ne comprends pas un terrain, en fait, quand je ne comprends pas ce qui se passe chez une personne, qu'on a une situation immunitaire qui paraît complexe, c'est un bilan en général que je vais recommander. Et je le fais très souvent dans le cadre de l'endométriose. Et s'il y a une chose qu'on peut dire, c'est qu'a priori, c'est vraiment le bazar. Au niveau de ce bilan, on voit qu'il y a une activité immunitaire qui est absolument anormale dans le cadre de l'endométriose, qui est atypique et qui est complètement incohérente. Et ça, c'est un constat que moi j'ai fait en consultation, sur lequel je suis allée chercher des pistes, chercher des recherches qui ont été faites. Je me dis, je ne suis quand même pas la seule qui m'intéresse à ça. Il y a beaucoup de personnes qui se sont intéressées à l'immunité et à l'endométriose. Et effectivement, ça se confirme. Ça se confirme sur plusieurs pistes. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'endométriose et le tissu endométrial, qui est un tissu très spécifique, parce que c'est un tissu actif et pas juste un peu actif, très très actif, et c'est un tissu infiltré. Alors, ça veut dire quoi un tissu infiltré? Ça veut dire que dans ce tissu, vous avez une infiltration de cellules immunitaires et une activité immunitaire qui est très très intense. Donc, notamment, les cellules qui infiltrent particulièrement le tissu endométrial, ce sont des cellules qu'on appelle les mastocytes, et ces mastocytes ont la particularité de libérer énormément d'histamine. Cette histamine génère de l'inflammation, donc ça, on le retrouve dans plusieurs études. Et ce qui est assez curieux, c'est que finalement, cette histamine, on la retrouve dans le tissu endométrial, mais pas que. On la retrouve en fait dans le fluide folliculaire, c'est-à-dire que quand vous allez maturer un ovocyte, autour de votre ovocyte, il va y avoir donc justement le follicule, et dans le fluide folliculaire, on retrouve une quantité d'histamine qui est absolument anormale chez les femmes qui souffrent d'endométriose, alors qu'on ne va pas avoir ça chez une femme qui ne souffre pas d'endométriose. Il y a une théorie, par ailleurs, qui est issue de la troisième étude qui est mentionnée sur cette page, qui dit qu'on pense que cette intoxication à l'histamine, en quelque sorte, du follicule, pourrait créer un retard de maturation ovocytaire, et que ce retard serait vraiment contributif à la baisse de la fertilité chez les femmes qui sont atteintes d'endométriose. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit que l'endométriose est corrélée à une diminution de la fertilité, mais finalement, on a aussi du mal à dire pourquoi. Est-ce que c'est des problématiques d'implantation? Est-ce que c'est des problématiques plutôt de maturation ovocytaire? Et en tout cas, là, on voit que, a priori, la maturation ovocytaire est compliquée par une intoxication du fluide folliculaire par l'histamine et du follicule par l'histamine, et ce qui pourrait créer justement un retard de maturation et peut-être une diminution de la qualité des ovocytes. Donc ça, c'est un des problèmes, le tissu infiltré. Il y a un autre problème. Alors là, je vous émets des pistes sur lesquelles nous, on travaille. Mais attention, ce n'est pas des solutions absolues, mais en tout cas, c'est des pistes sur lesquelles il faut absolument réfléchir. Et je vous explique comment nous, on a réfléchi autour de ce problème-là et comment nous, on a appliqué des choses qui paraissent marcher, mais en même temps, c'est très débutant aussi. Donc, au niveau du déséquilibre immunitaire, on a un déséquilibre immunitaire qui est assez incroyable et assez atypique aussi au niveau de l'endométriose, c'est-à-dire que quand on mesure l'équilibre de l'immunité dans le sang d'une femme qui a une endométriose et dans le fluide péritonéal de la même femme qui a une endométriose, c'est-à-dire vers le tissu endométrial, on a une activité immunitaire qui est inversée. C'est-à-dire que dans le sang, alors les deux activités immunitaires sont anormales. Dans le sang des femmes qui ont une endométriose, on trouve une activité immunitaire qui ressemble à de l'auto-immunité. Et dans le liquide péritonéal, donc près des zones, près du tissu endométrial, on va avoir une immunité qui ressemble plutôt à l'immunité qu'on va retrouver dans une cancérisation, dans un développement cellulaire anarchique. Et ça, c'est très curieux parce que, par exemple, nous, en nutrition, on a des stratégies pour les maladies auto-immunes, on a des stratégies pour la prolifération cellulaire anarchique, pour la cancérisation, mais on n'a pas des stratégies qui font les deux parce que normalement, ce n'est pas compatible tout ça. Et finalement, dans l'endométriose, on se retrouve avec un double tableau. On se retrouve avec une immunité sanguine qui fait n'importe quoi, mais dans un sens, et une immunité au niveau du tissu endométrial qui fait n'importe quoi, mais dans l'autre sens. Donc là, on a beaucoup réfléchi là-dessus, puis on s'est dit finalement,
est-ce que dans la nutrition, est-ce que dans le mode de vie, on aurait des recommandations qui seraient les mêmes pour réguler une auto-immunité et pour réguler une cancérisation? Et si oui, et c'est le cas, on en a en fait, hein, il y a beaucoup de recommandations qui sont les mêmes, et bien on les a regroupées. C'est ça qu'on a regroupé dans nos programmes chez les personnes justement qui souffrent d'endométriose, en se disant que finalement, ces recommandations, si elles sont bonnes pour le déséquilibre immunitaire sanguin et qu'elles sont bonnes aussi pour le déséquilibre immunitaire qu'on va trouver au niveau du tissu endométrial, a priori, on va dans le bon sens. Donc ça, c'est assez intéressant. Et l'immunité, ben justement, notre question, c'était par où on commence? On voit qu'il y a un déséquilibre immunitaire majeur dans l'endométriose. Et finalement, comment on commence à agir sur l'immunité? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand les cellules immunitaires naissent, elles naissent immatures et indifférenciées, c'est-à-dire qu'on a une cellule qui est un peu une cellule zéro, puis qui va se différencier en une cellule immunitaire ou une autre, ou une autre, ou une autre. Et ça se fait à 80% au niveau de l'intestin. Et ce qui conditionne cette différenciation immunitaire est la flore intestinale. Donc, très clairement, si on veut commencer à faire quelque chose d'équilibrant sur le plan de l'immunité, que ce soit dans l'endométriose ou dans n'importe quelle pathologie, si on veut donner au corps le potentiel de résoudre une problématique immunitaire, c'est par là qu'il faut commencer, par l'intestin, par la flore intestinale. Et puis l'immunité, en fait, on s'est dit qu'il y avait aussi d'autres pistes, notamment de diminuer les conséquences de l'activité immunitaire sur les tissus, c'est-à-dire que la conséquence de l'activité immunitaire sur le tissu endométrial, c'est l'inflammation. Donc, il faut absolument aller diminuer l'inflammation. On va en parler juste après. On a des clés qui sont très connues là-dessus et qu'on doit absolument utiliser. Il ne faut pas s'en priver sur l'endométriose. Et on doit diminuer les perturbateurs immunitaires. Alors, on va parler des perturbateurs endocriniens, par exemple, qui sont des perturbateurs immunitaires, mais il y a d'autres perturbateurs immunitaires. Dans votre alimentation, vous avez en fait certains perturbateurs immunitaires. Ils ne le sont pas pour tout le monde, mais on en a quand même de ces perturbateurs immunitaires. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est l'inflammation. C'est un point hyper important parce que on sait que dans l'endométriose, on est face à un tissu inflammatoire. Ce n'est pas forcément l'inflammation qui crée la douleur, mais en tout cas, le tissu est en inflammation quasiment permanente. Ce qu'il faut comprendre sur l'inflammation, parce que souvent, quand on pense inflammation, on se dit, mais c'est un phénomène qui est permanent, tout ça. En fait, l'inflammation, à la base, c'est une étape immunitaire. C'est une étape immunitaire qui est d'ailleurs nécessaire pour nous, hein, parce que quand on a une inflammation, on crée une inflammation pour résoudre un problème. Finalement, alors là, je vous ai mis la photo d'un doigt piqué avec une aiguille. Si vous vous piquez le doigt avec une aiguille, si vous vous coupez, immédiatement, la zone va s'inflammer. Vous allez commencer à avoir une activité immunitaire dans cette zone-là. Cette activité immunitaire, elle est essentielle parce qu'elle protège l'entrée du corps, d'une part, et elle va activer les processus de réparation. Donc l'inflammation, c'est une étape immunitaire, mais il y a d'autres étapes qui sont des étapes de résolution. C'est-à-dire que le schéma, c'est que normalement, on a une inflammation qui sert à recruter des cellules immunitaires. Ces cellules immunitaires vont s'activer, réparer le tissu, vont attirer d'autres cellules, des cytokines qui vont finalement aller réparer tout le tissu et l'inflammation va partir. Seulement, dans l'endométriose et dans plusieurs inflammations chroniques, ça ne se passe pas comme ça. Quand une inflammation devient permanente, eh bien, ça veut dire que là, on est face à un tissu qui a une activité immunitaire anormale ou qui ne parvient pas finalement à résoudre le processus inflammatoire et à aller jusqu'à sa réparation. Donc, l'inflammation chronique qu'on retrouve dans l'endométriose, c'est une défaillance immunitaire d'une part, et c'est aussi une défaillance du système de réparation. Alors, allons un petit peu plus loin, parce que là aussi, il y a des études et c'est des choses intéressantes. Vous allez voir, quand on commence à regrouper les choses ensemble, bah, finalement, ça devient vachement clair, peut-être pas au début, mais on commence à gagner un petit peu de lumière avoir des bonnes pistes et à gagner de la lumière sur la situation. Alors, on a des molécules qui gèrent l'inflammation, on en a plein. Les molécules majeures qui gèrent l'inflammation, c'est ce qu'on appelle les interleukines. Les interleukines, certaines sont anti-inflammatoires, certaines sont pro-inflammatoires. Et alors là, ça devient super intéressant parce que quand on a aussi construit les programmes, on s'est posé la question, tiens, est-ce qu'il y a des problématiques d'interleukines chez les femmes qui ont justement une endométriose et en fonction du stade de l'endométriose et tout ça. Et là, c'était pas vraiment surprenant, mais effectivement, le tissu endométrial est
plein d'interleukines. Mais ça va même plus loin que ça, puisqu'en fait, par exemple, l'interleukine 6, qui est l'interleukine la plus pro-inflammatoire, hein, c'est celle qui génère vraiment beaucoup d'inflammation, et ben, on retrouve dans le tissu endométrial une quantité de récepteurs à cette interleukine qui est absolument phénoménale. C'est-à-dire que le tissu endométrial est un tissu préprogrammé, entre guillemets, pour s'inflammer et pour maintenir un statut inflammatoire. Donc, c'est très important d'intervenir sur ces interleukines, de faire en sorte qu'elles s'abaissent. Et là, je vous ai mis une étude que j'adore parce qu'elle parle de nutrition. Puis alors, vous savez, les études qui parlent de nutrition, il n'y en a pas non plus des tonnes. Donc, on est content quand on en trouve et qu'on trouve des choses un peu fiables. Et cette étude parle du rôle de la vitamine D et des oméga-3 dans la réduction de cette fameuse interleukine 6 qui est très incriminée dans l'endométriose. C'est-à-dire que quand on a une endométriose, on ne peut pas passer à côté de ça. On ne peut pas passer à côté d'une alimentation riche en oméga-3, on ne peut pas passer à côté d'une complémentation en vitamine D ou au moins d'une surveillance de son taux en fait, sanguin de vitamine D, c'est absolument essentiel. Donc endométriose, oméga-3, vitamine D, c'est vraiment très important. Il y a d'autres choses qui agissent dans l'inflammation. Et là, vous allez voir à quel point l'alimentation est importante parce que je crois qu'on le sous-estime souvent. Et parfois, en tant que patient, on le sous-estime. Parfois, le médecin lui-même va le sous-estimer. Mais c'est plus un manque de connaissances parce que finalement, peut-être que vous ne connaissez pas justement ces notions-là. Et quand vous les connaîtrez, vous allez clairement faire les efforts pour changer. Donc, dans la gestion de l'inflammation, on a des molécules aussi qui s'appellent les résolvines. Les résolvines, elles ont un rôle relativement simple, c'est qu'en fait, elles vont arrêter le processus inflammatoire. Donc, vous vous rendez compte que, globalement, si vous avez une endométriose et que vous n'êtes pas en capacité de produire suffisamment de résolvines, vous risquez de rester dans une inflammation permanente, avec un tissu qui fait mal, avec des symptômes, avec des douleurs, et surtout avec un tissu qui s'étend. Parce que l'activité inflammatoire, on pense qu'elle contribue aussi à l'extension du tissu endométrial. Et les résolvines, eh bien, elles sont produites à partir d'aliments, de molécules qu'on consomme, qui sont tout simplement les oméga-3. L'oméga-3 qui produit les résolvines, qui est à l'origine de la production des résolvines, c'est le DHA. Alors ça tombe bien, parce que quand vous êtes enceinte, on vous complémente souvent en DHA, mais en fait, il ne faudrait pas le faire que quand vous êtes enceinte, il faudrait le faire largement avant, parce que quand vous mangez des oméga-3, quand vous augmentez votre consommation de DHA, vous allez augmenter fortement la quantité de résolvines, c'est-à-dire que vous allez donner du matériel à votre corps pour aller résoudre une inflammation et faire en sorte que l'inflammation régresse. Alors, vous allez vous dire, elle nous a saturés de noms compliqués, c'est terrible. Mais je crois que quand on comprend les choses, on est beaucoup plus facilement acteur. Parce que si je vous disais juste de manger des oméga-3, vous seriez dit, OK, on me l'a déjà dit, et puis en fait, c'est compliqué, et puis ça m'embête et tout ça. Mais si vous comprenez à quel point c'est important physiologiquement de surconsommer des oméga-3 quand on a une endométriose, et que vous comprenez que derrière tout ça, il y a des processus physiologiques qui sont des processus complexes et qui fonctionnent, vous allez le faire. Ça, c'est une évidence. Donc, dernier nom compliqué, promis, après j'arrête avec tous les in, c'est les prostaglandines. Donc, les prostaglandines, comme les interleukines, comme les résolvines, vous l'aurez compris, le in, c'est un truc dans l'inflammation, c'est toujours là. Donc, les prostaglandines sont des molécules aussi soit pro-inflammatoires, soit anti-inflammatoires, comme les interleukines d'ailleurs. Et en fait, elles sont produites à partir des graisses qu'on consomme. Donc, certaines prostaglandines sont produites par les oméga-6, d'autres par les oméga-3. Et alors, je ne sais pas si vous voyez dans le schéma, c'est peut-être pas très clair, il faudra peut-être le revoir plusieurs fois ce schéma. Mais en gros, pour faire très simple, les oméga-6 entraînent plutôt une production de prostaglandines de type E2 pro-inflammatoire. Les oméga-3 entraînent plutôt une production de prostaglandines de type E3 anti-inflammatoire, donc les oméga-6 pro-inflammatoires, oméga-3 anti-inflammatoires. Par contre, c'est là que ça se complique. Dans les oméga-6, on a un type d'oméga-6 qu'on trouve dans l'onagre. Ça, je suis sûre qu'on vous l'a donné, ce conseil de l'huile d'onagre, enfin sûr, peut-être. Et en fait, ce type d'oméga-6 peut se transformer en prostaglandine anti-inflammatoire, mais il peut se transformer en anti-inflammatoire ou en pro-inflammatoire. Et ce qui va faire qu'il se transforme en anti-inflammatoire ou en pro-inflammatoire, c'est la quantité d'oméga-3 que vous avez. Donc, en fait, si on vous a déjà donné le conseil de l'huile d'onagre,
pour réguler votre endométriose, pour réguler votre équilibre hormonal, ce conseil n'est valable que si vous avez suffisamment d'oméga 3. Parce que si vous avez suffisamment d'oméga 3, votre huile d'onagre va générer des prostaglandines anti-inflammatoires. Si vous prenez de l'huile d'onagre et que vous n'avez pas un taux suffisant d'oméga 3, vous allez, avec votre huile d'onagre, générer des prostaglandines pro-inflammatoires. Vous allez aggraver votre situation. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas de règle stricte dans l'alimentation. Il faut évaluer le contexte global. Vous voyez qu'une même molécule, vous prenez la même huile d'onagre et en fonction de ce qui l'entoure dans votre alimentation, vous n'allez absolument pas avoir le même effet. Et ça, il faut y être extrêmement attentif parce que prendre de l'huile d'onagre avec un statut qui est diminué en oméga 3, c'est dangereux pour une endométriose. Donc, soyez vraiment attentifs à ça. Si vous ne savez pas, la priorité, c'est les oméga 3. Et si vous êtes sûr que vous avez un statut en oméga 3 correct, c'est-à-dire que vous complémentez depuis longtemps, vous faites attention dans votre alimentation, en avoir suffisamment, là, vous pouvez prendre un petit peu d'huile d'onagre, pourquoi pas. Donc, les prostaglandines, c'est important. Elles jouent sur l'équilibre inflammatoire. Et les prostaglandines, elles dépendent de votre équilibre entre oméga 6 et oméga 3. Gestion de l'inflammation, on a des hormones aussi. Alors, vous voyez, c'est plus des in, on est sorti de là, mais on a une hormone importante qui gère l'inflammation, qui est le cortisol. Alors, le cortisol, quand on en produit normalement, on a une gestion de l'inflammation qui est normale. Quand on en produit trop, ça va perturber la gestion de l'inflammation quand notre cortisol est effondré, parce que oui, ça arrive d'avoir un cortisol effondré. Par exemple, quand on fait un burn-out, quand on fait un état d'épuisement total, on a un cortisol qui est effondré. Et bien là, on n'a plus non plus de gestion de l'inflammation. Donc, si vous avez une endométriose qui a flambé, posez-vous la question, est-ce que vous étiez, quand ça a flambé, est-ce que vous avez vécu un état de stress chronique qui aurait pu créer un effondrement de votre cortisol? Le cortisol, on l'évalue aussi dans les programmes avec des questions. Il y a des signes de manque de cortisol ou d'excès de cortisol. Donc, on l'évalue avec des questions pour voir où vous en êtes au niveau du cortisol et pouvoir vous donner des conseils en corrélation avec la situation du cortisol, parce que cette hormone, en termes de fertilité, elle fait un peu le jour et la nuit aussi. Et en termes d'endométriose, elle fait partie de la régulation de l'inflammation. Donc, on ne peut pas l'oublier du tout. Alors, on finit par l'équilibre hormonal parce que, comme le disait la doctoresse Calamardé, en fait, l'équilibre hormonal, c'est vraiment quelque chose de très important. L'endométriose est une maladie hormonodépendante. Même plus loin que ça, c'est une maladie plutôt œstrodépendante. Aujourd'hui, la plupart des publications nous disent, mais finalement, les femmes qui ont une endométriose sont plutôt des femmes qui ont un taux d'œstrogène élevé, c'est plutôt une pathologie œstrodépendante. Alors, je vous ai mis des petites photos de femmes. Alors, c'est vrai qu'on dit toujours qu'une femme qui produit des oestrogènes va plutôt avoir des graisses au niveau des hanches, tout ça. C'est souvent le cas, c'est pas non plus 100% le cas. Mais en tout cas, retenez ça, c'est une pathologie qui dépend des oestrogènes et que la régulation des oestrogènes, elle se fait dans l'assiette, mais pas que dans l'assiette, elle se fait dans l'environnement. Et en plus de ça, donc, les oestrogènes sont produits à la base à partir du cholestérol, le cholestérol qui se transforme en prégnénolone, qui se transforme en plein d'hormones, qui va finir en testostérone. Et ensuite, la testostérone va se transformer en œstrogène. C'est comme ça qu'on produit des oestrogènes. Et la dernière phase de transformation des oestrogènes, elle s'appelle l'aromatisation. Elle est conditionnée par des aromatases. Et en fait, là, il y a une étude qui est très, très intéressante. C'est que dans le tissu endométrial, on a trouvé plein d'aromatases. C'est-à-dire que le tissu endométrial est un tissu qui lui-même produit des oestrogènes. Ce n'est pas juste que la femme a des oestrogènes et que du coup, on développe de l'endométriose parce qu'on a des oestrogènes, mais le tissu endométrial surproduit des oestrogènes. Et du coup, on sait que dans l'endométriose, on a une surproduction d'oestrogènes. Finalement, on ne sait pas si c'est les oestrogènes qui créent l'endométriose ou si c'est l'endométriose qui crée les oestrogènes. Donc, il y a un truc qui se passe au niveau des oestrogènes qui est compliqué. Il y a aussi là une dysrégulation au niveau de l'équilibre hormonal. Et donc, on estime qu'effectivement, il faut agir sur ces oestrogènes. Alors là, je vais vous parler d'un sujet qui est tellement important pour les oestrogènes. On vous l'a dit, faites attention aux perturbateurs endocriniens. Et souvent, on minimise ce truc-là parce qu'on se dit, oui, mais bon, il y en a partout. Et puis finalement, est-ce que c'est si simple que ça de réduire notre exposition ? Non, c'est pas simple. De toute façon, quand on veut vraiment amener du contrôle dans une situation de santé, quelle qu'elle soit, c'est pas simple. Il y a beaucoup de choses effectivement à considérer. C'est pas simple, mais c'est intéressant quand même, donc et motivant. Et au niveau des perturbateurs endocriniens, juste pour vous donner une notion, quand on parle des perturbateurs
œstrogéniques. Là, je ne vous parle pas des perturbateurs de tout et n'importe quoi. Perturbateurs des œstrogènes. L'endométriose est une pathologie œstrodépendante. Perturbateurs des œstrogènes dans notre environnement, le chiffre, c'est 450 molécules étudiées. Vous avez 450 molécules quotidiennes qui perturbent vos œstrogènes. Donc, ces molécules, elles sont principalement dans du plastique. C'est-à-dire que endométriose et plastique, ça, c'est pas compatible. De chauffer vos aliments dans du plastique, il ne faut pas. De laisser une bouteille en plastique en plein soleil, il ne faut pas. De boire du thé froid, par exemple, ou du coca dans des bouteilles en plastique, parce que la théine et la caféine ont tendance à extraire les perturbateurs endocriniens du plastique. Ça, il ne faut pas. Il faut faire hyper attention à votre exposition au plastique, pas que au plastique, il faut faire attention aux cosmétiques, il faut faire attention aux produits ménagers. Donc, passez du temps peut-être à chercher au niveau des perturbateurs endocriniens comment vous pouvez agir sur notre site. Vous allez trouver des pistes. On a par exemple une vidéo qui vous explique comment vous pouvez réduire vos perturbateurs endocriniens facilement dans votre environnement. On a une rubrique qui s'appelle Fertilatitude qui vous propose uniquement des produits sans perturbateurs endocriniens. Ça vous donne une idée de ce que vous pouvez changer dans votre cuisine, de ce que vous pouvez changer sur le plan alimentaire, de ce que vous pouvez changer en fait dans votre vie peut-être assez facilement. Vous pouvez le faire de façon, graduelle. Vous n'êtes pas obligé de tout changer d'un coup, mais changez tout ce que vous pouvez changer. Dans Fertilatitude, vous trouverez des cosmétiques qui sont vraiment sans aucun perturbateur endocrinien, qui sont abordables, qui sont des cosmétiques qui marchent bien. La plupart, on les a essayés. On a créé cette rubrique parce qu'en fait, c'est des produits qu'on utilise nous, parce que c'est vrai qu'avec Adva, on est aussi sensible à ce sujet, hein, au niveau des perturbateurs endocriniens. Et les perturbateurs endocriniens, c'est important pour vous, mais ce sera très important pour vos enfants aussi. Donc, tous les plastiques sont des perturbateurs œstrogéniques. Faites vraiment attention à ça. Et puis, au niveau de l'équilibre hormonal, alors on parlait de la grossesse, de l'allaitement. En fait, à partir du moment où vous coupez l'activité hormonale, évidemment, vous avez une amélioration de l'endométriose. Et on voit que dans la grossesse, dans l'allaitement, on a souvent une stabilisation, en tout cas de la pathologie, et parfois une régression. Alors parfois, ce n'est pas toujours le cas, mais parfois, même souvent, on a une régression de la pathologie après avoir eu une grossesse, et encore plus si on a eu une grossesse et qu'on a allaité. On pensait que c'était à la base en lien avec l'arrêt justement de l'activité hormonale. Et puis finalement, chez les femmes allaitantes qui ont au bout d'un moment une activité hormonale qui reprend, qui ont à nouveau des cycles, et ben on a toujours une mise au repos en fait, de l'endométriose. Et aujourd'hui, on se dit oui, il y a un lien avec l'activité hormonale, mais il n'y a pas que ça. Vous savez qu'en grossesse et pendant l'allaitement, on a aussi une activité immunitaire qui est très, très différente. Cette activité immunitaire, elle est en faveur d'une tolérance immunitaire. Et donc, ça veut dire que probablement, le fait d'instaurer une tolérance immunitaire est très intéressant dans le cadre de l'endométriose. Alors, nous, évidemment, cette piste-là, on s'est engouffré dedans parce que c'était une évidence. Et donc, c'est une chose qu'on conseille dans nos programmes. Hein. Les programmes, ils sont faits pour instaurer un climat de tolérance immunitaire. Donc, oui, le calme hormonal est bénéfique, mais ce qui est bénéfique, c'est le calme hormonal et aussi le calme immunitaire. Et à savoir que voilà, de l'endométriose dans les programmes Fertiline, nous, on n'a jamais voulu et on ne voudra jamais classer les personnes par pathologie parce qu'en gros, de toute façon, vous n'êtes pas une maladie. On peut avoir une endométriose associée à une insuffisance ovarienne, on peut avoir une endométriose associée à d'autres problématiques de santé, d'autres problématiques de fertilité. Et je pense que d'avoir un protocole unique pour une pathologie est une chose fausse. On l'a vu avec l'Onagre. Quand vous donnez de l'Onagre à une personne qui a de l'endométriose, vous avez deux possibilités. Soit ça l'améliore, soit ça l'aggrave. En fonction de son terrain, ça améliore ou ça aggrave. Donc, nous, on a décidé de ne pas agir tant qu'on ne connaît pas le terrain de la personne. C'est la raison pour laquelle on a créé des programmes avec d'énormes questionnaires d'investigation pour connaître ce qui se passe dans votre corps, pour voir comment est votre terrain et pour pouvoir agir en toute connaissance de cause et de façon, du coup, très spécifique. Donc, clairement, ça a été un casse-tête. Hein. Ça fait très longtemps qu'on travaille à 5 spécialistes, 3 médecins et puis nous 2 sur les programmes Fertiline. Mais voilà, aujourd'hui, on a des jolis résultats. On a des femmes qui ont des endométrioses, qui ont toujours une endométriose et qui nous disent, dès le premier cycle, elles ont après 1 mois de programme, elles ont une forte réduction des douleurs. On a des grossesses naturelles, notamment chez des femmes qui
qui ont une endométriose. Et tous ces jolis succès, ça nous fait vraiment plaisir et on ne regrette pas de s'être cassé la tête et d'avoir passé quelques nuits sur PubMed à chercher des tonnes d'études et de pistes. Voilà, donc je laisse Adva parler, puis on va ensuite aborder les questions. Donc, comme l'a dit Virginie, alors donc on a créé ces programmes Fertiline qui ont pour but. Alors, comment ça se passe un programme Fertiline? On va vous poser des questions. Il y a entre 200, 250 questions, voire 300 questions suivant le programme. On va vraiment cerner votre terrain parce que, comme l'a dit Virginie, un terrain est différent d'une personne à l'autre. On n'est pas qu'une seule pathologie. On peut avoir plusieurs choses, différentes et tout ça combiné ensemble, on va vous donner des propositions pour améliorer votre terrain qui peuvent être différentes d'une personne à l'autre. Ça veut dire qu'une personne qui a une endométriose ne va pas forcément avoir, si vous comparez, si un jour vous faites un programme Fertiline et que vous avez une endométriose, que vous la comparez votre programme avec une autre personne qui a une endométriose, il y aura certaines choses qui vont être reprises parce que c'est vrai qu'il y a des conseils qui sont pour les endométrioses, les pathologies, l'inflammation, l'immunité, mais on va aussi suivre les autres problématiques que vous pourrez avoir pour vous aider d'une manière globale. Donc en fait, le but, c'est de justement lever les facteurs limitants de votre fertilité et vous aider à l'améliorer. On a créé un Fertiline Score sur notre site, qui est un test gratuit qui vous permet un petit peu d'appréhender ce que c'est un programme Fertiline. Donc, vous avez un questionnaire réduit qui correspond un petit peu à ce que l'on va vous poser. Alors là, il n'y a que 20 questions comparées aux 200, 300 questions des autres programmes, mais ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'on aborde. Et puis, on a créé donc le premier programme qui est un Fertiline Concept, qui est le programme pilier, qui est vraiment fait pour les gens qui souhaitent concevoir, que vous ayez des problèmes de fertilité ou pas. Alors là, on parle d'endométriose, donc c'est plutôt des problématiques, et qui ont pour but vraiment d'améliorer le terrain à la base. Donc c'est vraiment le pilier. Ensuite, on a développé des programmes Fertiline FIV, Fertiline Tech, Fertiline FIV Déo, comme leur nom indique, qui sont des programmes qui sont vraiment associés au traitement et qui ont pour but de vous accompagner pendant vos traitements et de potentialiser en fait toutes les étapes du traitement. Donc, pour vraiment vous permettre d'avoir des actions favorables durant toutes les étapes et vraiment vous donner des conseils et puis un soutien, parce que c'est vrai que souvent, on se sent un petit peu seul dans ces traitements. Une fois qu'on a le transfert, on accompagne beaucoup justement la phase après le transfert pour vous aider à passer toutes ces étapes le plus favorablement possible et en améliorant les choses. Là, j'ai voulu vous mettre quelques témoignages. Alors, il y a beaucoup de choses. On a plusieurs personnes, mais c'était vraiment des très beaux succès qu'on a eus, justement, de personnes qui avaient des endométrioses et qui ont pu, avec un programme Fertiline, réussir, alors plus ou moins rapidement. De nouveau, on est différents. Donc, il y a des personnes pour qui il suffit de 2-3 semaines de programme parce qu'il y a qu'un problème et puis on va le résoudre. Il peut y avoir des personnes qui ont d'endométriose où il y a plusieurs problèmes, donc ça peut mettre plus de temps. Mais voilà, grosso modo, l'idée, c'est d'améliorer la situation. Et puis, ce qu'on a voulu faire aussi, c'est pour vous remercier d'être là, de nous écouter, de prendre le temps, aussi parce qu'on veut que vous engagiez le changement assez rapidement, parce que vraiment, on est convaincus qu'on peut vous aider sur ce terrain-là. C'est vous donner en fait la possibilité de faire un programme in-concept, donc notre programme pilier, avec 30% de réduction, et cela jusqu'à dimanche soir. Donc demain, on vous enverra un code aux personnes qui se sont inscrites. C'est un petit peu le plus, on se dit, des gens qui ont fait l'effort soit d'être là, soit qui se sont inscrits, qui pourront visionner le webinaire par la suite. Et vous allez recevoir le code par email. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu. Ah oui, il y avait encore la dernière slide qu'on aime bien quand même partager. C'est un petit peu notre idée. C'est en fait, voilà, il y a deux routes. Il y en a une qui est, voilà, il y a un nuage. L'autre côté… C'est notre mission. Voilà, notre mission, voilà. Notre mission, c'est vraiment de se dire, voilà, nous, on va vers une population saine et fertile parce que, comme on vous a dit, les programmes, c'est aussi améliorer votre santé. Et la question, où est-ce que vous allez? Est-ce que vous allez aller avec nous? Voilà, merci beaucoup. Merci. Oui. Voilà, on arrête de partager. Pardon. Et on peut passer aux questions. Oui, alors merci beaucoup à toutes les trois, si j'y arrive, voilà.
Donc, nous avons déjà eu quelques questions durant vos deux présentations. Donc, je vais les lire et puis selon s'il s'agit d'une question plus médicale, on donnera la parole voilà, au docteur Calomarde. Et si c'est une question plus en relation avec Fertiline, eh bien voilà, Virginie et Adva pourront y répondre sans problème. Donc, nous avons une première personne qui nous demande si la prise d'anti-inflammatoires régulière peut aggraver ou entretenir une endométriose ou une adénomiose profonde. Et cette même personne nous indique qu'elle prend de l'Advil chaque mois au moment des règles pour combattre les douleurs. D'accord. Médicaments, Merci, docteur. oui. Médicaments, non. L'anti-inflammatoire seulement, c'est pour calmer les douleurs et avec les règles, d'accord? Et non, il n'y a pas de problème pour aggraver l'endométriose et n'améliorez pas aussi, mais n'aggrave pas l'endométriose. J'ajouterais juste que non, je pense aussi que ça ne l'aggrave pas. Ça ne résout pas, à mon sens, le fond du problème, en fait, hein, mais par contre, non, ça ne l'aggrave pas. En fait, le fait de prendre un anti-inflammatoire ne va pas augmenter à terme le niveau d'inflammation. Mais il y a d'autres leviers, en fait, et c'est ça. Et l'objectif, c'est plus peut-être de travailler sur le fond, effectivement, du problème. Et le problème, c'est que ça ne réduit pas l'inflammation sur du long terme. C'est juste vraiment à court terme que ça réduit l'inflammation. En fait. Je pense qu'on est tous d'accord. Merci. Qu'est-ce qui est recommandé en PMA pour améliorer la qualité ovarienne? Ou la qualité ovocytaire, j'imagine. Ouais. Les deux. Pour les parts médicales, seulement on a les gonadotropes pour stimuler les ovaires et pour avoir plus d'ovocytes. Mais la qualité ovarienne, c'est difficile d'améliorer avec les médicaments. D'accord? Seulement avec les gonadotropes, on essaie d'avoir plus de quantité et aussi plus de qualité, mais non, toujours c'est facile à faire. Alors, en fait, sur le plan de la nutrition, sur le plan du terrain, là, il y a des pistes intéressantes sur l'amélioration de la qualité de la qualité des ovocytes. Hein, on était là-dessus. De la qualité des ovocytes, notamment dans le cadre de l'endométriose. On a parlé de l'histamine. En fait, on a parlé justement de l'intoxication des ovocytes par l'histamine. Donc, ça, c'est déjà une piste hein, de diminuer justement les infiltrations mastocytaires et puis de diminuer justement l'état d'excès d'histamine dans l'ovocyte pour avoir une meilleure qualité en fait, du follicule et puis de l'ovocyte. Et la deuxième piste aussi, les autres pistes qui ne sont pas spécifiques à l'endométriose, c'est aussi par exemple de favoriser une production de mélatonine suffisante, d'amener de la vitamine D. Donc oui, il y a des choses à faire hein, sur le terrain, très clairement, de diminuer le stress aussi. Il y a plein de choses. En réalité, je crois que si on compte le nombre de choses qui vont impacter sur la qualité de l'ovocyte, c'est absolument infini. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas traiter toutes les pistes en même temps. Donc, il faut vraiment se concentrer sur les pistes qui sont les plus pertinentes pour soi-même. Et donc, il faut définir au préalable ces pistes-là. Merci. Question suivante. L'huile d'olive est-elle inflammatoire? Pas du tout. En fait, alors l'huile d'olive, là on parlait des oméga 6, des oméga 3. L'huile d'olive, c'est plutôt un oméga 9. Donc les oméga 9, ils sont pas vraiment anti-inflammatoires, pas vraiment pro-inflammatoires, ils sont juste neutres. Et dans l'huile d'olive, on a une molécule qui s'appelle l'hydroxytyrosol qui a un effet anti-inflammatoire. Donc l'huile d'olive, non seulement elle n'est pas néfaste, elle est plutôt neutre sur le schéma oméga 6, oméga 3, et elle contient cet hydroxytyrosol qui a un vrai effet anti-inflammatoire. Donc c'est une huile bénéfique. Par contre, elle ne suffit pas parce qu'elle ne contient pas d'oméga 3. Donc si vous consommez comme huile uniquement de l'huile d'olive, ce ne sera pas suffisant pour réguler justement vos prostaglandines et vos interleukines. Il faudra des oméga 3 à un moment donné. Merci beaucoup. Comment sait-on quand nous consommons assez d'oméga 3? On l'évalue en fait dans les apports nutritionnels. Mais ça c'est tout à fait théorique. Hein. On part du principe que si vous consommez 2 cuillères à soupe d'huile de colza par jour, plus des petits poissons gras 3 fois par semaine, vous avez assez d'oméga 3. Mais ça, c'est théorique. Et c'est une théorie pour le maintien. Ce qu'on ne connaît pas, c'est votre niveau de carence. Hein. Et c'est vrai que du coup,
Nous, dans les programmes, on y va très, très fort sur les oméga-3. D'une part, parce qu'il n'y a pas de risque en réalité d'avoir un excès d'oméga-3. Et quand on fait des analyses biologiques, ça se mesure, ça se dose dans les analyses biologiques, les oméga-3. Pas dans des analyses classiques, c'est vraiment dans des analyses très spécifiques qui se font. Alors nous, en Suisse, on les a, ces analyses. En France, certains laboratoires les ont, mais c'est très spécifique. Et quand on dose les oméga-3 chez la plupart des personnes, très franchement, ce n'est pas une surprise, c'est extrêmement bas. C'est extrêmement bas. Donc, d'augmenter les oméga-3, on ne prend pas de risque. Et si on veut vraiment évaluer le statut de carence, c'est bien effectivement de faire un dosage sanguin et d'aller un peu plus loin là-dessus. Ouais. Bonsoir. L'huile de CBD pour les douleurs a des conséquences sur la fertilité? Alors, honnêtement, je sais pas et je veux pas vous raconter de bêtises sur cette question. J'ai investigué l'huile de CBD pour d'autres problématiques et à mes souvenirs, elle est contre-indiquée, elle est non indiquée pendant la grossesse, me semble-t-il. Je voudrais pas vous dire de bêtises. C'est à la limite, ce qui serait peut-être pas mal parce que c'est une question à laquelle je pourrais répondre clairement. Je vous propose peut-être juste de nous mettre cette petite question en message privé sur soit notre Instagram, soit notre compte Facebook, soit notre email contact@fertiline.com et j'y répondrai parce que c'est une question importante et voilà. Mais j'ai pas la réponse là maintenant. Selon moi, il me semblait que c'était contre-indiqué pendant la grossesse ou en tout cas qu'il n'y avait pas assez de recul. Il y a des études, je ne sais pas ce qui se passe là. C'est moi. C'est parce que je me permets de trouver, voilà, comme vous dites, de vous contacter. Voilà, d'accord. Voilà, je voulais mettre la dernière. Oui, je sais qu'il y a eu des études qui ont été faites sur la fertilité. Alors, la fertilité, toi, tu parles de grossesse, sur la fertilité et le CBD, qui étaient plutôt favorables. Mais de nouveau, on va quand même regarder en détail parce qu'on ne voudrait pas vous dire de bêtises. Et voilà, n'hésitez pas à nous écrire un message et on va regarder parce qu'on adore, quand on a une question, on adore trouver la solution. Donc, Et puis surtout, pas vous raconter n'importe quoi. Voilà. Donc, honnêtement, j'ai un vieux souvenir de ce... Mais je ne l'utilise pas, moi, personnellement, dans le cadre de la fertilité, dans le cadre de la grossesse. Donc, je préfère vraiment être sûre de ce que je vous dis par rapport à cette question. Très bien, merci. Alors là, on a une question un peu plus médicale pour le docteur Calomarde. Bonsoir. Atteinte d'endométriose au niveau des ovaires et de l'utérus et de la vessie. Je suis en parcours de FIV. Malheureusement, je n'ai jamais eu d'accroche embryonnaire. Que me conseillez-vous de faire? Merci. Oui, cette question, c'est difficile parce que vraiment, les conseils, c'est d'essayer avec les propovocytes. Et selon les résultats, on doit voir s'il y a un problème avec les spermes, s'il y a un bon réservoir ovarien ou c'est très vaste. Alors, selon ça, si c'est très difficile, peut-être le mieux, c'est normalement, s'il y a un bon réservoir ovarien, on peut aussi, pour écarter un problème au niveau de la qualité de l'embryon, on peut faire un PGTA, ça veut dire la biopsie de l'embryon, que normalement on fait dans la clinique très fréquemment. Et s'il n'y a pas un bon réservoir ovarien, vous savez ce qui est trop, alors le mieux c'est d'échanger l'ovocyte. Mais on doit étudier plus ce cas. C'est difficile de répondre. Alors ça, c'est un petit peu la même réponse que la question antérieure, c'est-à-dire que quand on a des cas un petit peu plus personnels et complexes qui nécessitent un œil un peu plus approfondi sur les résultats, sur les analyses ou les examens ou les traitements que vous avez pu faire antérieurement, n'hésitez pas à nous contacter directement, à nous envoyer tout ce que vous avez fait pour pouvoir vous répondre dans de bonnes conditions. Alors, je rebondis juste sur justement la question en disant que par rapport aux problématiques d'implantation, d'échec d'implantation, là, effectivement, on peut incriminer peut-être l'endométriose, mais on peut aussi incriminer l'activité immunitaire qui est liée à l'endométriose, parce que comme on l'a décrit, il y a des problématiques d'activité immunitaire. On sait que l'immunité joue un rôle important dans l'implantation. Donc, peut-être de se dire que là, ça peut être intéressant d'essayer de rééquilibrer justement cette activité immunitaire par le biais de l'alimentation, par le biais du travail sur la flore intestinale et sur l'AMH, parce que je vois la question qui est un petit peu plus basse aussi. Aujourd'hui, on pense que certaines insuffisances ovariennes, c'est pas le cas pour toutes, mais on voit que dans l'endométriose, il y a souvent endométriose et insuffisance ovarienne. Et on pense que ces phénomènes pourraient être des phénomènes auto-immuns, en fait, pourraient vraiment être aussi liés à l'immunité.
Et là, je donnerais aussi ce conseil vraiment, essayer d'agir sur l'immunité. Je crois que c'est une base immense, quoi, clairement. Et comme on l'a dit, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup dans nos programmes avec des jolis succès. Alors, pas toujours, hein, puis ça met du temps, mais c'est vrai qu'on a cette possibilité de quand même travailler sur ça. Donc, éventuellement, si ça vous intéresse de regarder, on peut peut-être vous aider. Très bien, merci. Bonsoir. Après une myomectie et retrait des adhérences en 2015, j'ai perdu 90% des symptômes liés à l'endométriose, mais ma réserve ovarienne est toujours faible. Comment améliorer mon AMH? Oui, pour améliorer la AMH, ce n'est pas possible parce que ça veut dire que la AMH, c'est la réserve ovarienne, ça veut dire la quantité d'ovocytes qu'il y a. Si vous avez perdu cette tissu ovarien, c'est difficile, ce n'est pas possible de faire plus de follicules. Alors seulement on peut améliorer un peu la qualité des follicules et des ovocytes qu'il y a, mais on ne peut pas améliorer la AMH. Ce n'est pas possible. Alors, c'est vraiment c'est vrai que nous, quand on a commencé les programmes, on avait cette donnée en tête aussi, hein, que l'AMH est en dégradation permanente, en fait, quel que soit le cas. Et aujourd'hui, sur les programmes, on n'a eu que des augmentations de l'AMH. On a eu encore aujourd'hui un résultat d'une utilisatrice qui a commencé son programme le premier jour en fait du lancement des programmes, le 29 mai. Le 29 mai, et aujourd'hui, elle a doublé en fait son AMH. Bon, elle était en insuffisance ovarienne. Elle a doublé son AMH. C'est pas la première fois qu'on a le cas. On a eu parfois des fois 2, des fois 3 sur des AMH, alors des AMH, alors toujours sur des situations d'insuffisance ovarienne. Maintenant, c'était pas le but des programmes du tout, parce qu'on ne pensait pas que c'était possible en fait à la base non plus, et on ne sait pas d'ailleurs dans les programmes. C'est ça le pire, hein, c'est la grande frustration, c'est de se dire dans les programmes on donne plein de recommandations, on ne les donnait pas pour l'AMH à la base, et puis on voit que ça a une action, qu'apparemment il y a quelque chose qui se passe quand même, donc on ne saurait pas dire quelles sont les recommandations qu'ils font, que le taux d'AMH s'améliore comme ça, mais jusque-là on n'a que des taux d'AMH augmentés, parfois c'est un tout petit peu augmenté, et parfois c'est carrément doublé ou triplé. Donc point d'interrogation. On émet un gros point d'interrogation, effectivement, sur la question. L'AMH, ça veut dire la quantité. Alors, si la quantité, simplement, on peut voir combien de follicules il y a et ça peut varier chaque mois. Alors, normalement, je conseille de faire un écho avant de commencer une stimulation possible. Si c'est vrai que 7 mois, par exemple, pour le stress, pour quelque chose, la quantité est très basse, on peut essayer d'améliorer un autre mois. Mais normalement, mes patients n'ont pas beaucoup de différences. C'est pour ça que l'AMH, c'est un numéro et c'est variable. Et ça peut être. Moi, ce n'est pas très important. L'AMH, c'est plus important la qualité, bien sûr. La qualité, c'est ça, voilà. C'est ça, c'est ce qu'il faut se dire. Notre but, c'est vraiment d'améliorer la qualité. Après, si ça varie l'AMH, on est content. Merci. Dans vos programmes de compléments alimentaires, y a-t-il de l'acide folique à l'intérieur? Est-il méthylé? Je prends tétrafolique en ce moment. Alors, oui, en fait, dans les programmes, on conseille effectivement des compléments alimentaires. C'est des compléments alimentaires qu'on a formulés aussi, hein. On a beaucoup travaillé sur la formulation. Et effectivement, non seulement l'acide folique est méthylé, mais la B12 aussi est méthylée, et toutes les formes de vitamines, minéraux qui sont amenées dedans sont les formes les plus performantes, parce que d'utiliser des formes méthylées, c'est assez essentiel dans le sens où on sait maintenant qu'il y a quasiment plus de 80% a priori des couples, des couples, des personnes en situation d'infertilité qui ont des problématiques liées au gène MTHFR, qui ont des mutations. Et donc, du coup, de donner des formes méthylées, pour nous, c'est impératif. On donne tout le temps des formes méthylées pour justement contourner les éventuels problèmes MTHFR. Merci. Alors, on passe à une question un peu complexe, je pense. Bonsoir. Atteinte d'endométriose sévère, digestive, rénale et vésicale, opérée en 2017 avec colostomie temporaire. Je suis en PMA depuis 2018. Le taux de CRP reste élevé malgré des améliorations alimentaires et prise de compléments. Elle a même augmenté. Ma gynécologue souhaite me mettre sous lévothyrox malgré une TSH normale et refuse tout protocole FIV tant que ma CRP ne descend pas. Est-ce justifié? Et quelle corrélation y a-t-il entre TSH, CRP et FIV?
Ça, c'est une question pour vous? Alors, en fait je suis en train de réfléchir à la corrélation entre TSH et CRP. Ouais. Et là, je plante un peu, en fait. Je ne vois pas le... Bon, peut-être répondre TSH et grossesse, peut-être. Alors, TSH et grossesse, oui, mais en quoi un lévothyrox pourrait faire baisser une CRP? Je pense qu'il y a vraiment d'autres moyens de faire baisser une CRP. Il y a beaucoup de moyens naturels de faire baisser une CRP. Déjà, d'adopter un modèle alimentaire anti-inflammatoire, de prendre des molécules qui sont très anti-inflammatoires. Alors, ça peut être du curcuma, ça peut être du sulforaphane de brocoli, ça peut être voilà, des curcumines activées, ça peut être aussi certaines molécules qui sont issues d'algues, qui modulent les heat shock protéines. Donc, il y a pas mal de modulateurs de l'inflammation qui sont dans des compléments alimentaires, mais je ne vois pas le lien entre la TSH et puis la CRP. Après, le fait de ne pas aller sur une FIF tant que la CRP est élevée, une CRP élevée, ça sous-entend qu'il y a une inflammation importante. Alors, ça dépend à quel point elle est élevée, mais ça sous-entend qu'il y a une inflammation importante. Ça sous-entend qu'il y a probablement une activité immunitaire aussi. Donc, peut-être que l'idée, c'est de se dire on ne va pas en FIF parce qu'il y a trop de risques d'échec d'implantation dans cette configuration. Et ça, je trouve que voilà, ça peut être justifié, mais il faut faire baisser cette CRP, c'est très important, c'est clair. Maintenant, je ne sais pas si, docteur Calomardé, si vous avez des... Non, je ne comprends pas pourquoi les gynécos mettent les lévothyrox avec un TSH normal. Non, là, relation avec les CRP et les FIP. Il faudrait peut-être savoir là également qu'est-ce qu'on entend par normal. C'est pour ça qu'on demande toujours à nos patients, c'est vrai que dans des webinaires, de donner sans les résultats d'analyse sous les yeux, c'est des fois un petit peu compliqué. Donc, n'hésitez pas. À savoir que TSH normal en fertilité, c'est en dessous de 2. En moins de 2, voilà. Mais Donc, c'est pas forcément anormal d'en avoir en dessous de 4 hors fertilité, si je ne me trompe pas. Non, exactement. Mais en fertilité, on veut être en dessous de 2. Donc, peut-être que si la TSH est 3, finalement, sur la fiche de laboratoire, elle est dans la norme. Mais peut-être que pour la gynécologue, ce n'est pas suffisant. Et là, ce serait peut-être justifié d'avoir le lévothyrox. Par contre, c'est vrai que le lien, je ne suis pas sûre que le lévothyrox va régler le problème de la CRP. Là, à mon avis, il y a autre chose à régler. Normalement, nous, c'est 2,5 et entre 2,5 et 4, normalement, on demande les anticorps antithyroïdes pour valorer mieux. Mais... Oui, tout à fait. Ça, c'est... Ouais. Donc voilà, je vous invite également à nous envoyer un petit peu plus de détails sur votre cas pour qu'on puisse vous répondre plus précisément. Combien de temps faut-il attendre avant de se tourner vers la PMA lorsqu'on est atteinte d'endométriose stade 4 et d'anénomiose, qu'on a 33 ans et qu'on essaye de concevoir naturellement depuis 4 mois? Ça, c'est difficile aussi à valorer parce qu'on va voir aussi les spermes, d'accord? Mais normalement, ça ne dépend pas des stades de l'endométriose, d'accord? Surtout si de la réserve ovarienne et de la qualité. On ne peut pas savoir les qualités au début, mais je pense que le mieux, c'est avec 33. Je pense que, disons, un an, une année plus ou moins, je pense que c'est le mieux. Si à partir d'une année, et vous essayez de tomber enceinte et il n'y a pas de réussite, je pense que le mieux, c'est de demander l'aider à votre médecin. À partir de l'année. Merci. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je pense que c'est juste. D'accord. Que conseillez-vous comme complément pour améliorer la fertilité? La mélatonine ou autre? Alors, c'est large comme question. Oui, voilà. Et des réponses, j'en ai, mais tellement. Alors, oui, la mélatonine, c'est une problématique plutôt d'insuffisance ovarienne, de qualité ovocytaire, tout ce qui va réguler, en fait, finalement, l'immunité. Donc, les probiotiques, la vitamine D, tout ce qui va être bénéfique à la conception, l'iode, les oméga 3, les folates méthylés, la B12 méthylée, le Q10, il y a tellement. Alors, c'est vrai que nous, on a quand même formulé le produit qu'on pense idéal pour la fertilité parce que finalement, avant de se lancer dans la formulation d'un produit, d'un complément, on a investigué le marché parce qu'on s'est dit que finalement, si on trouvait quelque chose qui était déjà prêt à l'emploi, ça nous simplifiait la vie.
Seulement, on n'a pas trouvé quelque chose qui réunissait tous les critères qu'on voulait réunir dans un complément alimentaire d'optimisation de la fertilité. Donc, on l'a créé. Il s'appelle le concept 1, en fait, ce produit-là. Et la base vraiment qu'on conseille pour la fertilité, une personne qui m'écrirait comme ça sur un réseau social en me disant quelle est la base pour la fertilité en termes de complémentation, je dirais concept 1 et omégine, c'est-à-dire des oméga 3 de type DHA. Donc ça, c'est des produits, si jamais, qui sont dans notre fertilatitude que vous pouvez trouver. Ça, je pense que c'est la base. Et évidemment, il y a plein de produits qui peuvent propulser la fertilité, mais il faut savoir quel est le problème. Par exemple, dans l'endométriose, nous, on conseille beaucoup un produit qui s'appelle Endoway, qui est constitué à base de curcuma et puis de sulforaphane de brocoli, qui sont des anti-inflammatoires puissants, qui ont fait leur preuve, en fait, au niveau du tissu endométrial. Donc, tout dépend de la problématique. Et puis pour monsieur aussi, peut-être. Et puis pour monsieur aussi, on est bien quand sûr. même à deux à faire un enfant, et c'est vrai qu'on oublie toujours la partie de monsieur. Et aussi des compléments alimentaires. Et c'est vrai que du coup, on a pensé, c'est le concept 2 pour monsieur, et omégine aussi, parce que oméga 3, c'est aussi bien pour les messieurs. Très bien. Je viens de faire une lecture rapide des questions que nous avons de poser. Et effectivement, la TSH que nous mentionnons tout à l'heure, la personne nous met qu'en France, les normales sont jusqu'à 4,8 et qu'avec une TSH normale à 4,4, on peut avoir de forts symptômes, effectivement. Donc, comme on vous disait, en fertilité, on essaie d'avoir une TSH en dessous de 2. C'est très certainement pour ça que votre gynécologue vous a mis sous Levothyrox. Alors, une autre question. Le curcuma est-il bénéfique dans l'endométriose? Oui, très. Il l'est, c'est clair. Alors après, il faut faire la différence. Le curcuma alimentaire, c'est un curcuma qui est assez difficilement assimilable, qui n'est pas activé. Donc souvent, on va essayer d'amener de la curcumine activée. Mais déjà, tout ce que vous pouvez mettre dans l'alimentation en termes de curcuma, c'est intéressant. Ce curcuma, il doit être chauffé ou consommé avec du poivre et huilé. Donc il faut même le consommer dans une configuration assez particulière. Mais le curcuma, oui, est bénéfique pour l'endométriose. Pour avoir vraiment une action de régulation de l'inflammation avec le curcuma, il faut aller à des doses relativement élevées. Et c'est pour ça qu'en général, on conseille d'aller directement avec le principe actif qui est la curcumine et de la prendre sous forme active, en fait, forme activée. Ah, on ne vous entend plus, on vous entend plus, Karine. Oui, j'ai coupé mon son, ça risque pas de marcher. Je viens d'apprendre que j'ai de l'endométriose et j'ai été opérée 2 fois cette année afin de déboucher mes trompes, qui a été un total échec. Et maintenant, j'ai un dérèglement hormonal. Comment faire pour ne pas avoir de dérèglement hormonal? Et je ne comprends pas qu'est-ce que veut dire dérèglement hormonal. Déséquilibre. Déséquilibre, oui, mais je ne comprends pas qu'est-ce que veut dire avec les déséquilibres hormonaux. Je ne sais pas si c'est la ménopause ou c'est un problème de règles irrégulières parce qu'il y a beaucoup de déséquilibres hormonaux. Alors, vraiment, il n'y a pas de relation, de rapport entre les chirurgies de déboucher des trompes et les déséquilibres hormonaux. Alors, je pense qu'apparemment, il y a des relations entre les deux. Oui, là, c'est pareil. Si vous voulez nous expliquer plus en détail ce que vous entendez par dérèglement hormonal, vous pouvez bien sûr nous contacter en dehors de ce webinaire. Bonjour, que pensez-vous des tests Matrice Lab et ERA? Je suis en FIV-DO et après 4 transferts, pas d'accroche, et j'ai une très grosse endométriose et petite adénomiose focale. Alors, normalement, on travaille avec un équivalent des matrices lab qui s'appelle IMAP et un équivalent de l'ETESPERA qui s'appelle RMAP, d'accord, mais c'est pareil. Et oui, non, ça sont 2 tests que normalement on demande beaucoup, même s'il y a des endométrioses ou il n'y a pas d'endométriose, d'accord, c'est un endométriose par exemple. Après 4 tentatives, je pense qu'il est mieux de tester plus ou bien l'embryon, ou bien aussi l'endomètre avec les tests IMAP ou RMAP. Je pense qu'ils sont très intéressants. Mais je vous dis que ce n'est pas... Il y a des relations avec l'immunologie et l'adénomiose et l'endométriose, bien sûr. Mais c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de faire ces études après 4 échecs. Merci. Une question pour Fertiline. Bonsoir. Au bout de combien de temps vos programmes Fertiline peuvent donner des résultats?
Alors en fait, à la base, nous, on disait que finalement, il fallait attendre au moins 3 à 4 mois avant d'avoir des résultats avec les programmes, parce que finalement, 3 mois, c'est le cycle complet de l'ovocyte, 2 mois et demi, c'est le cycle complet de la spermatogénèse. Donc, on n'imaginait pas à la base qu'on pouvait avoir des résultats en dessous de ce délai-là. Et dans la réalité, ça se passe autrement. On a des personnes qui ont des résultats très, très rapides. Après, les situations dans lesquelles les résultats sont les plus longs à obtenir, il y en a deux. C'est les situations d'insuffisance ovarienne, d'une part, et d'endométriose. Et ça ne veut pas dire que c'est très, très long non plus. Hein. On parle entre 3 et 3, 4, 5 mois. Et parfois, c'est beaucoup plus rapide. Hein. Comme vous l'avez vu dans les témoignages, on a des personnes qui ont démarré le programme et puis qui finalement ont eu des grossesses très, très rapidement malgré une endométriose. Parce que des fois, le fait de calmer massivement d'un coup l'inflammation du tissu endométrial, de régler massivement d'un coup l'immunité, oui, évidemment, ça peut donner des résultats rapides. C'est assez difficile de répondre à cette question. Mais pour vous dire, par exemple, nous, on a lancé les programmes le 29 mai. Aujourd'hui, alors c'est une chose qu'on va annoncer bientôt sur les réseaux sociaux parce que c'est un peu, ouais, on a trouvé ça chouette, mais finalement, les 3 premières personnes qui ont acheté notre programme le 29 mai sont aujourd'hui enceintes et avec des grossesses évolutives. Et on trouvait que c'était une jolie, un joli résultat. Donc, c'est difficile, mais je dirais entre 3 à 6 mois. Voilà, entre 3 à 6 mois, et on estime que voilà, le minimum, ce serait 3 mois. Même si on a eu des résultats avant, ce n'est pas une chose qu'on veut promouvoir. On veut plutôt dire effectivement 3 mois. C'est le cycle complet d'un ovocyte, donc ça, ce serait l'idéal. Merci. Alors, on arrive sur la fin. Il en reste encore quelques-unes. J'ai entendu que le DHEA améliore l'AMH. Est-ce vrai? Docteur, vous voulez répondre? C'est pour vous, non? Alors, oui, c'est vrai. Il y a des... Alors, améliore l'AMH. Est-ce que ça a un impact directement sur l'AMH? Oui, probablement un petit peu. Ça a un impact, en tout cas, dans les insuffisances ovariennes. C'est un conseil qui est très souvent donné dans les insuffisances ovariennes. De toute évidence, la DHEA, c'est une hormone androgénique. Quand vous donnez une hormone androgénique, vous allez relever le statut hormonal et donc, évidemment, vous allez améliorer l'insuffisance ovarienne. Ça, c'est quand on prend une DHEA en substitution. Après, je dirais que l'idéal serait encore de réussir à produire davantage de ses propres hormones. Une hormone que vous amenez de façon externe, elle n'aura jamais le même effet sur votre corps qu'une hormone que vous produisez. Il y a aussi des moyens de relever un statut hormonal dans ce qu'on mange. Enfin, je dis n'importe quoi, mais par exemple, les pois chiches, ce sont des aliments androgéniques. Si vous mangez des pois chiches, in fine, vous allez augmenter quand même légèrement votre taux de testostérone, vous allez augmenter quand même légèrement votre taux de DHEA. Donc, en fait, il y a quand même dans l'alimentation des aliments qui jouent, qui ont un impact, en fait, qui ont un impact hormonal ou des attitudes, en fait, qui ont un impact hormonal. Je vous dis n'importe quoi, mais petit déjeuner, quelque chose de plutôt tiède, ça va plutôt avoir tendance à augmenter le statut hormonal. Donc, en fait, peut-être de ne pas toujours complémenter surtout les hormones. Moi, je suis toujours très vigilante à aller substituer une hormone que notre corps est vraiment capable de produire et peut-être essayer de pousser le corps en fait à la produire davantage. Mais oui, effectivement, c'est avéré. Justement, il y a un effet. Dans les programmes, nous, ce qu'on essaye, c'est d'apporter des stratégies pour justement avoir un effet sur les hormones. Au lieu plutôt de donner des hormones en substitution. Alors, on prend il y a des substituts, hein, mais plutôt des compléments alimentaires, des vitamines. Et par contre, au niveau des hormones, on va vous donner des stratégies pour que vous-même, vous puissiez changer un statut. Et on arrive avec le statut androgénique, donc le taux de DHEA. Le yoga aussi, par exemple, augmente la DHEA. La cohérence cardiaque, la respiration, la méditation augmente la DHEA. Il y a pas mal de choses, en fait, qui augmentent la DHEA. Merci. Nous avons donc une question d'une participante qui dit « Après 4 FIV-ICSI, j'ai eu 2 fausses couches, j'ai 37 ans. Conseillez-vous une chirurgie par laser dans le cas d'une adénomiose profonde et d'un endométriome pour améliorer les chances de grossesse avant les prochains transferts ?» Non, je ne conseille pas cette chirurgie parce que je vous dis que normalement, la chirurgie, on doit écarter ça parce que le mieux, c'est tomber enceinte le plus vite possible.
Mais si vous savez 2 fausses couches, on doit étudier pourquoi vous savez les fausses couches, d'accord? Parce que ça peut arriver pour la qualité ovarienne, pour la qualité de l'esperme, alors la qualité de l'embryon, ou pour un problème avec l'immunologie. On doit étudier ça plus profondément. Mais je pense que la chirurgie, c'est la dernière cas. Merci. Quel bilan sanguin à faire exactement pour vérifier notre immunité? Alors, je pense que là, on fait référence au bilan sanguin que j'ai montré au tout début. Ça s'appelle un typage lymphocytaire. Il ne suffit pas de le faire. C'est vraiment un bilan aussi qui est assez difficile à interpréter parce qu'en fait, ça montre différentes branches lymphocytaires, donc il faut comprendre ce qui crée le déséquilibre. Mais c'est un typage lymphocytaire. Après, déjà, le premier indicateur d'un déséquilibre immunitaire, tout bêtement, que vous avez souvent dans vos bilans sanguins, c'est la CRP ultrasensible. La CRP ultrasensible, si elle est complètement normale, probablement qu'il n'y a pas de gros déséquilibre immunitaire. Si vous avez une CRP ultrasensible qui est au-dessus de 1, là, il faut se poser la question du déséquilibre immunitaire. Et dans ce cas-là, il faut effectivement aller chercher plus loin. Mais sinon, c'est le typage lymphocytaire. Très bien. Puis-je continuer à prendre, alors je ne sais pas si je vais le dire bien, de la poudre de lac de Clama, du pollen, du propolis, du DHEA, du curcumin, de la gelée royale pendant la stimulation? Alors, algues clamates, oui. Le pollen, oui. La propolis, oui. La DHEA, moi, je l'arrêterais, en tout cas pour la stimulation. La curcumine, tout dépend. Si vous avez un profil plutôt d'hyperstimulation, de risque d'hyperstimulation, c'est plutôt bénéfique à la limite de prendre de la curcumine. Mais si vous êtes par contre en situation plutôt d'insuffisance ovarienne, la curcumine, elle active en fait quand même l'élimination des hormones. Elle risque de diminuer peut-être même légèrement l'efficacité des traitements. Donc sur une situation d'insuffisance ovarienne, moi je ne la prendrais pas pendant la stimulation. La gelée royale, oui. Donc j'enlèverais DHEA et gelée royale effectivement pendant la stimulation. Docteur? Non, je ne sais pas, pour cette part, c'est tout pour faire télé. Voilà, on arrive à la dernière question. Alors, on a une personne qui nous a demandé le prix des différents programmes. J'imagine que c'est de Fertiline. Là, honnêtement, je vous invite à contacter avec Virginie et Alors, c'est des informations que vous avez aussi sur notre site, fertile-in.com. Et là, vous avez vraiment, on est hyper clair au niveau des prix. Il n'y a pas de choses cachées et tout ça. Donc, toutes les informations sont sur notre site. Puis nous, on vous répond bien volontiers sur l'email. On va aussi demain. On voulait mettre en ligne, justement comme on l'avait fait sur le dernier webinaire qu'on avait fait ensemble avec IVF sur les fausses couches. On va mettre une boîte à questions sur notre compte Instagram. Donc, si vous avez des questions plus spécifiques à nous poser, qui a trait à vous, on répondra à ces questions, puis on fera partager aussi les réponses des autres personnes. Comme ça, on fera une jolie base de questions. Et puis, si c'est vraiment des questions très personnelles, vous nous écrivez sur la boîte mail. Très bien. Alors, voilà, on arrive au bout des questions. Pour celles de toute façon, même si voilà, vous avez envie de réécouter ce qui a été dit ce soir, donc demain ou après-demain, je pense que voilà, grand maximum, ce webinaire sera en ligne sur nos chaînes de YouTube. Et puis, donc, comme vous l'ont dit Virginie et Alva, dès demain également, vous recevrez donc des nouvelles de leur part pour l'offre qu'elles ont proposée dans leur présentation. Voilà, je voudrais remercier vivement nos 3 conférencières de ce soir et également la forte participation des gens qui sont avec nous ce soir. Il y a eu énormément de questions, c'est bien. Voilà, on a également des merci, donc les gens. Merci à vous. Merci à vous. IVF et puis Dr Calomardé, et puis merci à tous, toutes celles, tous ceux qui étaient présents ce soir. Et puis voilà, on reste vraiment disponible aussi pour vos questions. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.